Donc voici l'arme anti-char la plus répandue au monde. Depuis plus de 60 ans depuis son entrée en service, elle continue de détruire les chars les plus modernes sur les champs de bataille, et son histoire est pour le moins sombre. Le RPG-7 pousse à se demander si les chars ont encore un avenir. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Et où commence réellement son histoire? Vous seriez peut-être surpris d'apprendre qu'elle remonte jusqu'en 1931, débutant comme une arme anti-char expérimentale à épaules, appelée RS-65. Cette première version ne disposait toutefois pas d'un projectile à charge creuse, et elle n'a donc pas fonctionné. L'influence décisive vint plus tard d'abord du bazooka américain, puis du Panzerfaust allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour faire court, les Américains furent les premiers à imaginer l'idée d'un projectile à charge creuse propulsé par une fusée et tiré depuis une arme portée à l'épaule. Puis au début de la guerre, les Allemands mirent la main sur des bazookas capturés et estimèrent qu'ils pouvaient améliorer le concept. C'est ainsi qu'ils développèrent le Panzerschreck, littéralement « terreur des chars », beaucoup plus puissant que le bazooka américain, avec une ogive plus grosse capable de percer jusqu'à 200 mm de blindage, ce qui était incroyable à l'époque. Mais il nécessitait un équipage et un entraînement sérieux. Les Allemands cherchèrent donc ensuite quelque chose de moins cher, plus léger et suffisamment simple pour que n'importe qui puisse s'en servir. Cela donna naissance au Panzerfaust, ou dans un style descriptif, Armor Fist, dans ce style allemand direct typique, une arme anti-char jetable à usage unique, capable d'affronter à peu près tous les chars de l'époque. Le premier Panzerfaust souffrait néanmoins de problèmes de portée et de précision, au mieux une efficacité utile d'environ 30 mètres. Les versions ultérieures corrigèrent cela avec des ogives plus puissantes et une meilleure portée. Ils avaient même prévu une version améliorée, appelée Panzerfaust 250, mais le temps manqua avant la fin de la guerre. Les Soviétiques, quant à eux, ne disposaient pas de telles armes pendant la guerre. Ils comptaient surtout sur des fusils anti-chars et des canons. Une fois la guerre terminée, ils eurent enfin l'occasion d'examiner ce que les Allemands et les Américains avaient fait avec les lance-roquettes. Ils ne copièrent personne mot pour mot, mais prirent les meilleures idées de chaque camp et cherchèrent à les combiner. Cela conduisit au RPG-1 tube de lancement long, d'un mètre poignée pistolet incliné et une protection en bois pour protéger le tireur de la chaleur. Le RPG-1 a en grande partie fixé la forme qui aboutirait plus tard au RPG-7. Mais le RPG-1 avait toutes sortes de problèmes de portée, de précision et de fiabilité. On le mit donc de côté et on recommença. La version suivante, le RPG-2, résolut la plupart de ces problèmes, meilleure ogive portée plus longue, et il fut adopté en 1954 par les forces soviétiques et chinoises. Il utilisait une charge propulsive plus importante et tirait un projectile HIT de 80 mm offrant une portée d'environ 200 mètres et une pénétration d'environ 225 mm. Il connut son premier combat réel au Vietnam, où les troupes américaines apprirent vite à le redouter. Il traversait aisément le blindage en aluminium léger d'un transport de troupes M113, abattait des hélicoptères et mettait même en danger des chars de type M48 et M60. Tiré contre des positions d'infanterie, son souffle et ses éclats dévastaient bunkers et occupants, mais il restait encore matière à amélioration. Les ingénieurs le modifièrent avec des ogives plus grosses, plus de propergol et des optiques, ce qui conduisit au RPG-4. Celui-ci ne fut jamais produit en masse, mais il ouvrit la voie au RPG-7, qui résolut finalement tous les problèmes antérieurs. Le RPG-7 entra en service en 1961 dans l'armée soviétique. Et pour info, quand on dit que RPG signifie Rocket Propelled Grenade, c'est en réalité le nom occidental en russe. L'appellation correcte est Rushnoi Protivotankovy Granatomiot, ce qui se traduit littéralement par lance-grenade anti-char portatif. Plus on sait de choses. Alors qu'est-ce qui rendait le RPG-7 si particulier, si terriblement efficace et presque injuste pour les chars modernes? Commençons par sa simplicité.
Le tube lanceur est fabriqué en acier chromé de 3 mm, donc il ne rouille pas. On n'a pas vraiment besoin de l'entretenir, et il tirera très probablement, quoi qu'il arrive. Le lanceur n'est pas jetable, il est réutilisable des dizaines, peut-être des centaines de fois. On charge simplement les projectiles par l'avant. La roquette s'engage dans une encoche du tube qui la bloque. Le tube mesure seulement 40 mm de diamètre, mais comme la section la plus large de l'ogive dépasse à l'extérieur, la munition n'a pas à s'insérer entièrement dans le tube. Cela permet d'utiliser une ogive de calibre beaucoup plus grand tout en gardant un tube compact. Sous le tube se trouvent 2 poignées. La poignée avant contient le levier d'armement, la détente et la sécurité. Le lanceur est équipé d'une visée alimentée par batterie pour le tir en faible luminosité et le réticule optique est gradué jusqu'à 1000 mètres, ce qui est surtout théorique, car à 1000 mètres vous ne toucherez pas grand-chose à part un gros bâtiment. C'est plus une visée de zone ou pour le tir indirect que pour la précision. La portée efficace réelle est plutôt inférieure à environ 300 mètres. Il y a des organes de visée mécanique rabattables utilisables si l'optique est cassée ou absente. À l'arrière, on trouve un cône par souffle important. À cause du violent souffle arrière produit par la roquette au tir, il faut au moins 2 mètres d'espace libre derrière vous et surtout ne pas diriger l'arrière vers des troupes amies, car le souffle arrière peut provoquer des blessures horribles, voire tuer quelqu'un trop proche. En tirant depuis un espace fermé comme une pièce, il faut y réfléchir sérieusement, car un mur proche peut réfléchir le souffle et gravement blesser ou tuer le tireur. Le système était prévu pour être employé par un binôme, un tireur et un servant qui transportent des roquettes supplémentaires et aident au rechargement. Quant à l'ogive, c'est là que les choses deviennent intéressantes, car le RPG-7 ne sert pas qu'à l'anti-char. La ogive HIT est la plus courante et la raison pour laquelle le RPG-7 a gardé sa réputation redoutable. Elle fonctionne selon le principe de la charge creuse, l'effet Monroe. Cela signifie que dans le nez de l'ogive se trouve une cavité conique doublée d'une mince couche de cuivre. Lorsque l'explosif détonne le cône, concentre l'explosion en un jet métallique très rapide de l'ordre de 10 km/h qui perce le blindage en concentrant l'énergie cinétique sur un point minuscule. Elle pouvait percer environ 260 mm mais de blindage homogène laminé, ce qui à l'apparition de la munition en 1961 suffisait à détruire n'importe quel char au monde même de face. Une fois le blindage traversé, elle projette du métal en fusion et des éclats dans tout l'intérieur du véhicule, et l'effet sur les hommes à l'intérieur est terrifiant. L'explosion peut facilement enflammer des munitions ou du carburant et provoquer des explosions secondaires cataclysmiques. L'ogive HIT était aussi efficace contre les fortifications capables de couper 1 mètre de béton armé, et elle fut massivement utilisée en milieu urbain pour fracasser des positions fortes au prix de frappes répétées. Il existe ensuite des munitions à fragmentation et antipersonnel. Elles ne portent pas de moteur de sustentation, seulement un booster d'éjection, transformant en quelque sorte le RPG en un petit mortier. Mais les munitions vraiment cauchemardesques sont les munitions thermobariques. À l'impact, une petite charge disperse un aérosol de carburant et quelques millisecondes plus tard, la charge principale l'enflamme, créant une surpression massive et une chaleur intense. C'est dévastateur dans les espaces clos où l'onde de pression et la chaleur font des ravages sur le corps humain. Même en extérieur, le rayon létal atteint environ 10 mètres, mais à l'intérieur, les effets sont bien pires. L'explosion mange l'oxygène et crée une telle chaleur que l'environnement devient mortel, même si l'onde de choc ne vous achève pas directement. Il existe aussi des munitions spécialisées comme les fumigènes et les projecteurs d'illumination. La séquence de tir se déroule ainsi au sommet de l'ogive, se trouve une fusée électrique PZO, protégée par un capuchon plastique et une goupille de sécurité qui, si elle n'est pas retirée, empêche l'ogive de détonner, ce qui est arrivé sur certains champs de bataille, où des groupes paramilitaires mal formés ont tiré des roquettes avec la sécurité encore enclenchée aboutissant à des ratés retombant sans effet autour des cibles. Une fois la sécurité retirée et que la pointe de l'ogive touche quelque chose, la charge détonne.
Il existe aussi un mécanisme d'autodestruction réglé pour déclencher à 900 mètres. Cependant, en raison d'un mauvais stockage et d'une utilisation par de nombreux groupes douteux, les ratés étaient fréquents. L'ogive pouvait ne pas détonner ou exploser trop tôt parfois, de façon tragique pour l'opérateur et son entourage. Lorsque vous appuyez sur la détente, la cartouche d'éjection propulse la grenade hors du tube sur environ 11 mètres et puis le moteur principal de la roquette s'enclenche. Des ailerons stabilisateurs se déploient une fois que la munition a quitté le tube pour stabiliser son vol et elle voyage à environ 300 mph. Comment une arme conçue pour l'armée soviétique en est-elle venue à être produite à de telles échelles, à se répandre partout dans le monde, à apparaître dans pratiquement tous les conflits et surtout à finir entre les mains de ce que l'on appelle parfois des organisations discutables? Le RPG-7 est entré en service en 1961 dans l'armée soviétique et presque immédiatement a commencé à être fourni aux pays alliés. Il fit rapidement la preuve de son efficacité lors des combats arabo-israéliens, puis pendant la guerre du Vietnam où l'Union soviétique l'équipa de ses alliés communistes nord-vietnamiens. Bon marché facile d'emploi et redoutablement efficace, il fut exporté massivement. On estime à environ 9 millions le nombre de pièces produites à ce jour. Comme le fusil AK-47, il a circulé sur les marchés noirs et s'est retrouvé entre des mains qui n'auraient pas dû l'avoir. Pas de débat politique ici, mais vous voyez l'idée. Le RPG-7 s'est surtout fait connaître au Vietnam, où il fut dévastateur dans les embuscades rapprochées des équipes cachées dans une végétation épaisse, neutralisant en grand nombre des véhicules américains improvisés, comme des camions blindés, des vedettes de patrouille des hélicoptères et même des chars M48 et M60. Mais ce n'était que le début. Le RPG allait par la suite détruire des équipements valant des millions des matériels que l'on croyait intouchables avec une arme si bon marché et sommaire. Des solutions improvisées apparurent pour protéger les blindés contre cette menace aussi simple qu'efficace. Au début, il suffisait d'ajouter des planches de bois, voire du carton comme blindage espacé improvisé pour faire détonner prématurément le RPG avant qu'il n'atteigne le blindage principal, ce qui réduisait l'efficacité du jet de la charge creuse. La véritable réponse arriva ensuite sous la forme du blindage réactif explosif. L'ERA apparut dans les années 1970. Lorsque la menace des RPG devint évidente, l'ERA se compose essentiellement de boîtiers métalliques contenant une charge explosive derrière une plaque. Quand le jet d'une charge creuse frappe la plaque, l'explosif projette la lame vers l'extérieur et perturbe physiquement le jet. Parallèlement, des blindages rapportés plus lourds furent standardisés et les dispositifs dits cage ou grill slat armor se généralisèrent. Ces mesures fonctionnèrent un temps, mais le jeu du chat et de la souris continua. Les assaillants contournèrent ces protections en augmentant simplement le volume de feu, envoyant plusieurs équipes de RPG pour frapper le même char surtout sur ses points faibles comme les flancs, l'arrière ou le toit. Des tirs multiples percèrent l'ERA ou la grille, et tôt ou tard, une brèche était trouvée. Il n'était même pas nécessaire de détruire complètement le char, l'immobiliser ou coincer la tourelle, suffisait pour le mettre hors service et le laisser à la destruction ultérieure. L'ERA fut ensuite contrée par des ogives à charge tandem, une petite charge préalable avant déclenche l'élément réactif de l'ERA, puis la charge principale immédiatement derrière frappe le blindage désormais exposé. Les ogives s'améliorèrent encore et purent venir à bout de blindage de l'ordre de 600 mm, ce qui poussa la génération suivante de systèmes comme le RPG-29 à attaquer frontalement ce problème avec des ogives beaucoup plus puissantes dès l'origine. Pourtant, le RPG-7 reste aujourd'hui le système le plus répandu pour neutraliser même les chars les mieux protégés. Par exemple, pendant la guerre en Irak, un M1 Abrams a été touché 14 fois par des roquettes RPG-7. Si le blindage a empêché une pénétration catastrophique et une explosion interne, les systèmes externes du char furent détruits et le moteur mis hors d'état, le rendant inutilisable. Les RPG sont particulièrement dangereux en combat urbain, où ils peuvent frapper depuis tous les angles
et viser les points les plus faibles. C'est ainsi que l'armure russe fut mise en pièces lors de la première guerre de Tchétchénie. Des colonnes entrant à Grozny furent accueillies par des dizaines d'équipes de RPG positionnées à différents niveaux des immeubles environnants, martelant les T-72 de toutes parts. Les Russes perdirent une centaine de chars et de BMP en peu de temps. La solution la plus moderne arriva alors une tentative qui pourtant n'empêche pas toujours un simple engin conçu il y a 60 ans de neutraliser des chars contemporains, j'ai nommé les systèmes de protection active. Ceux-ci existent en deux variantes, soft kill et hard kill. Le soft kill vise à empêcher l'arme anti-char d'atteindre la cible, en brouillant son chercheur ou en aveuglant son guidage. Mais cela ne fonctionne que pour des munitions dotées de telles aides à la visée. Or, les RPG-7 n'ont pas de chercheur. Ils sont pointés et tirés directement sans guidage. Les systèmes de protection active s'appuient donc surtout sur le hard kill, qui intercepte et neutralise physiquement les roquettes entrantes des capteurs, détecte le projectile et tire une contre-munition qui brise ou dévie l'ogive avant qu'elle n'atteigne le blindage. Beaucoup de développement a été investi là-dessus dans l'espoir de résoudre enfin le problème d'une arme bon marché détruisant un char onéreux. Certains systèmes comme l'israélien Trophy ou l'Iron Fist sont parmi les plus connus. Mais voilà le problème, ces systèmes fonctionnent, mais pas à chaque fois. D'abord, comme tout équipement high-tech moderne, les capteurs peuvent parfois échouer. Ensuite, il y a le risque de blesser l'équipage ou l'infanterie proche. Ces systèmes sont généralement inactifs quand les écoutilles sont ouvertes, ou le chef de char peut les désactiver pour éviter de tuer des soldats amis qui suivent le véhicule. De nouveau, on observe aujourd'hui en combat urbain que même les chars les plus modernes comme le Merkava israélien se font marteler à courte portée par des RPG-7. Et malgré toutes les protections dernier cri, le système ne dispose que d'un nombre limité de contre-munitions. Des salves multiples de RPG peuvent l'épuiser ou le submerger si plusieurs engins sont tirés vers le char en même temps. Et si tout cela ne suffisait pas, le RPG-7 a évolué d'une façon assez inattendue. Du moins, son ogive l'a fait lorsqu'on eut l'idée de la fixer sous un drone et de la diriger sur des cibles ennemies. Le conflit en Ukraine montre comment les drones sont devenus une menace majeure sur le champ de bataille, pas seulement pour les chars, mais pour l'infanterie et tout ce qu'il y a entre les deux. Les drones contrôlés par fibre optique sont immunisés contre les contre-mesures de brouillage radio et peuvent placer l'ogive exactement où ils veulent. Et cela reste efficace car la charge creuse ne dépend pas de la vitesse d'impact, mais du principe de la charge creuse. Cela laisse les chars sans solution vraiment fiable, et les équipages tentent désespérément de se protéger avec des blindages improvisés qui atteignent des niveaux absurdes. On empile tout ce que l'on trouve sur les véhicules pour repousser les drones, créant les fameux chars tortues. Mais des essaims de drones repèrent toujours des points faibles et continuent de détruire des chars sur le champ de bataille sans contre-mesure efficace face à une arme anti-char ancienne bon marché et largement disponible, conçue il y a plus de 60 ans.